Des gardes forestiers d'un parc national découvrirent une maison de tourbe abandonnée au séjour de la forêt des Ozarks. Ce qu'ils trouvèrent au sous-sol les laissa complètement stupéfaits. Le garde forestier Dave Normand inspectait un secteur restreint des Ozarks lorsque son drone détecta des lignes géométriques anormales sous la canopée. Il découvrit une structure couverte de mousse, camouflée dans une crête calcaire, soupçonnant un camp de braconnage illégal en activité. Mais avant de commencer notre histoire d'aujourd'hui, pensez à vous abonner, à appuyer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Si j'avais su ce qui m'attendait sous cette maison, je ne m'en serais jamais approché seul, déclara le garde forestier Dave Normand lorsque les journalistes l'interrogèrent par la suite. Tout dans cet endroit me disait qu'il avait été délibérément dissimulé. Mais sur le moment, je croyais avoir affaire à un camp de chasse illégal. Ce que Dave était sur le point de découvrir était bien plus ancien et bien plus extraordinaire que tout ce qu'il avait imaginé. Voici ce qui se produisit dans cette section restreinte de la forêt des Ozarks. Selon Dave, la matinée commença comme des dizaines de missions de reconnaissance de routine qu'il avait déjà menées. On lui avait confié l'inspection d'un secteur forestier reculé où les responsables du parc avaient récemment reçu des signalements d'activités non autorisées. Plusieurs caméras à détection de mouvement avaient disparu de sentiers voisins. Des restes d'animaux avaient été trouvés en dehors des zones de chasse autorisées et au cours du mois précédent. Des habitants vivant près de la limite du parc avaient signalé avoir entendu des véhicules circuler dans la forêt tard la nuit. Les responsables du parc soupçonnaient des braconniers d'utiliser d'anciennes routes forestières abandonnées pour atteindre des parties de la réserve normalement interdites au public. La tâche de Dave était simple. Il ferait voler un drone au-dessus du secteur restreint, chercherait des signes de camp ou de véhicules, et enregistrerait tout ce qui sortait de l'ordinaire pour l'unité chargée de faire respecter la loi dans le parc. Un simple vol de surveillance de plus au-dessus d'une zone que la plupart des visiteurs ne verraient jamais. Mais la mission ne resta pas longtemps ordinaire. Dave pénétra dans la forêt peu après ses H30 ce matin-là. Le ciel était dégagé, le vent restait léger, et la visibilité au-dessus des arbres était excellente. Après avoir marché près d'1,5 mile depuis la route de service la plus proche, il s'arrêta dans une petite clairière et prépara le drone. L'appareil s'éleva au-dessus de la canopée et se mit à suivre une grille programmée à travers la zone restreinte. Au début, le flux vidéo en direct ne montra rien d'inhabituel. Des chênes et des carriers denses couvraient les pentes. Des formations rocheuses apparaissaient entre les branches. D'étroits ruisseaux traversaient les vallées avant de disparaître sous le feuillage. Il n'y avait ni véhicule, ni fumée, ni camp évident. Pendant près de 40 minutes, Dave ne trouva rien qui expliquât les signalements. Puis le drone survola une crête calcaire à la lisière nord de la zone de recherche, et quelque chose sous les arbres attira son attention. Ce n'était pas exactement un objet. C'était un motif. Plusieurs lignes droites apparaissaient sous la canopée, se croisant à des angles vifs qui n'existent pas dans la nature. Vues du ciel, les lignes formaient ce qui ressemblait à un rectangle grossier. Une partie en était recouverte de mousse et de végétation, mais la forme restait trop régulière pour être une formation rocheuse. Dave immobilisa le drone et le fit descendre plus près des arbres. La caméra révéla une portion de terrain surélevé, adossée au flanc de la crête. De petits arbres poussaient sur son toit. Des lianes pendaient sur sa façade. Les murs extérieurs semblaient faits de calcaire, de terre et de bois en décomposition. La structure avait été conçue pour se fondre dans le paysage environnant. À quelques mètres seulement, elle aurait pu passer pour un pan de la colline, mais depuis la position élevée du drone, le contour géométrique était indubitable. Quelqu'un avait construit une maison dans la crête. Et ensuite, la nature l'avait presque effacée. Dave consulta les cartes officielles enregistrées sur sa tablette. Aucune station de garde n'était indiquée à cet emplacement, aucune cabane historique, aucun bâtiment d'entretien. Il n'y avait même pas de sentier enregistré y menant.
La voie publique la plus proche se trouvait à plus de 3000. La découverte souleva aussitôt plusieurs questions. Qui avait construit ce bâtiment? Pourquoi l'avait-on bâti dans un lieu aussi inaccessible? Et quelqu'un l'utilisait-il encore? Dave fit tourner le drone autour de la structure. Pas de fumée, pas de véhicule, seulement d'étroits sentiers à travers les broussailles. Certains ressemblaient à des pistes d'animaux, d'autres à toute autre chose. Près du mur sud, le drone capta une ouverture sombre derrière des branches pendantes. Puis le signal se brouilla. La boussole s'affola. Dave rappela le drone, et l'interférence disparut aussi vite qu'elle était venue. Il en avait assez vu. Il s'enfonça à pied, près d'une heure de marche à travers ravines et ronces, jusqu'à ce que la crête elle-même apparaisse. Et de près, la structure était presque invisible. Une maison de tourbe bâtie à flanc de colline. La ligne de son toit délibérément basse, délibérément dissimulée. Près de l'entrée, des feuilles écrasées, des branches coupées, des signes que quelqu'un était passé récemment. Dave demanda du renfort par radio et attendit. Pendant les 40 minutes suivantes, il resta caché derrière un affleurement calcaire, à observer. Rien ne bougea. Pas de fumée, pas de bruit, seulement le silence qui pesait sur lui de toutes parts. Quand 4 gardes supplémentaires arrivèrent, ils étaient bien équipés, équipement de protection, caméra thermique. Outils pour une porte qui semblait prête à s'effondrer d'elle-même. Ils ne trouvèrent aucune trace fraîche, aucune balle, aucun signe de camp en activité. Et c'est là que cela devient étrange. Les lianes s'écartèrent pour révéler une porte en bois pourrissant, aux gonds enfouis sous la rouille. Elle n'avait pas été ouverte depuis des années, mais les feuilles piétinées à l'extérieur racontaient une autre histoire. Alors, laquelle des deux versions était la bonne? Abandonnée ou en activité? Il n'y avait ni fenêtre, ni cheminée, une seule entrée. Avant de forcer la porte, un garde braqua une caméra thermique sur le mur. Et c'est alors que tout changea. Derrière la structure visible, l'écran montrait du froid. Beaucoup de froid. Un vide rectangulaire, plus profond qu'aucune cave à légumes n'avait le droit de l'être. Songez-y un instant. Une chambre cachée tout entière, sous une cabane de chasse, intacte depuis on ne sait combien de temps. L'équipe força la porte. La poussière et le bois pourri se répandirent sur le sol. À l'intérieur, une pièce vide, un sol en terre, des feuilles en décomposition, un vieux tapis tissé, rien d'autre. Un instant, cela ressembla à une impasse, juste une énième cabane de colons oubliés. Garde y heurta, quelle que n'était que la chose porte de creux. Tout le monde se figea. Il tapa de nouveau avec le pied de biche. Même son. Le sol n'était pas plein. Ils dégagèrent les débris, tirèrent le tapis et découvrirent une trappe en fer, scellée dans la pierre avec de la résine durcie. Non pas simplement fermée, mais scellée délibérément, comme si quelqu'un voulait que ce qui se trouvait en dessous reste caché à jamais. Pas de fils, pas de marque moderne. Aucune trace de son existence nulle part. Il fallut près d'une heure à l'équipe pour briser le sceau. Quand ils parvinrent enfin à l'ouvrir, un air froid s'en échappa, portant l'odeur de terre sèche, de vieux bois et de métal. Ni pourriture, ni produits chimiques, seulement le temps. Une caméra montée, sur perche révéla des marches, en bois s'enfonçant dans l'obscurité totale. Dave descendit le premier. À 3-5 mètres sous le sol de la forêt, sa lampe torche balaya la chambre, et ce qu'elle éclaira figea chaque garde sur place. Des râteliers en bois garnis de fusils, des dizaines, disposés avec une précision militaire. Des caisses empilées contre le mur du fond, certaines scellées, d'autres fendues par l'âge. Et au centre, une table encore couverte de cartes et de carnets, comme si quelqu'un s'était simplement absenté et n'était jamais revenu. Ce n'était pas une planque de braconnier. Ce n'était pas une cave de colons. Ce n'était rien de ce à quoi les gardes avaient été formés. C'était un centre de commandement, caché, organisé, et laissé exactement tel que ses derniers occupants l'avaient utilisé. Les fusils étaient des armes à feu de type Enfield du X siècle, des armes de la guerre de sécession, encore posées dans des caisses de cartouches. Leurs bretelles de cuir intactes. Les vieux explosifs ne pardonnent pas les erreurs. Des spécialistes furent appelés.
Ce qu'ils trouvèrent sur cette table changea tout. Des cartes dessinées à la main, l'encre encore lisible après plus d'un siècle indiquant des routes. Des passages de rivières et des itinéraires de patrouille de l'Union à travers le Missouri et le nord de l'Arkansas. Des lignes rouges, des reculanotes aussitôt codées, une date, 1864. Cette chambre n'avait pas seulement stocké des armes. Elle avait suivi un ennemi. Les historiens identifièrent le groupe presque immédiatement. Des bushwhackers de la guerre de sécession. Des combattants de guérilla qui frappaient les lignes de ravitaillement depuis des bases cachées avant de s'évanouir de nouveau dans la forêt. Ce bunker avait été construit exactement pour cela, dissimulé, défendable, parfaitement placé pour surveiller les routes en contrebas sans jamais être vu. Mais voici la question qui glaça tout le monde. Pourquoi tout laisser derrière soi? Des fusils chargés, des munitions scellées, un carnet resté ouvert au milieu d'une note, une chaise repoussée de la table comme si quelqu'un comptait revenir dans 5 minutes. La réponse était inscrite dans la colline elle-même. Les chercheurs trouvèrent les traces d'un glissement de terrain massif, daté de la même période, qui avait enseveli l'unique chemin menant à la façade du bunker. Si les combattants étaient absents au moment où il s'était produit, ils avaient pu croire que l'endroit avait été entièrement détruit. Perdu! Pas la peine de creuser pour le retrouver. Alors ils ne revinrent jamais. Et ce glissement de terrain fit aussi autre chose. Il scella la chambre et la préserva accidentellement. Fraîche, sèche, isolée de l'eau et de la lumière du soleil pendant plus d'un siècle. Tandis que les routes changeaient, que les villes grandissaient et que la guerre de sécession s'estompait dans les manuels, là, dans cette chambre, rien ne bougeait. Rien ne se dégradait. Elle attendait simplement. Un dernier détail ont encore les chercheurs. Une boîte verrouillée contenait une liste pliée de dates et d'opérations planifiées. La dernière entrée décrivait une embuscade le long d'une route de ravitaillement de l'Union, quelques jours avant que le glissement de terrain ne scelle probablement le bunker. Il n'y a pas d'entrée suivante. L'écriture s'arrête tout simplement. Avaient-ils été capturés, dispersés, ensevelis dans l'effondrement lui-même? Aucune archive ne permet de le dire avec certitude. La chambre a préservé chaque fusil, chaque carte, chaque note que ces hommes ont laissée derrière eux, mais elle n'a jamais révélé ce qu'il était advenu d'eux. Les autorités ont depuis condamné l'accès à l'emplacement exact, se méfiant des pilleurs attirés par de véritables armes de la guerre de sécession et des archives intactes. La maison de Tourbe elle-même ne sera pas reconstruite. Son toit de mousse et de terre fait désormais partie des preuves. À la place, les responsables du parc prévoient une reconstruction numérique. Afin que le public puisse, un jour, parcourir le bunker exactement tel que Dave l'a vu pour la première fois. Dave est retourné plusieurs fois à la crête au cours de l'enquête. Sans les épaisses lianes qui couvraient sa façade, le contour de la maison de Tourbe était plus facile à reconnaître, mais à faible distance, elle se fondait encore dans la forêt. Le drone avait détecté ce que des générations de randonneurs, de chasseurs, d'ouvriers et de personnel du parc avaient manqué. Quelques lignes droites sous la canopée avaient révélé tout un chapitre de l'histoire. Aujourd'hui, assis en face d'un journaliste local, Dave se souvient encore du premier instant où la caméra du drone est passée au-dessus de la crête. Vu d'en haut, on aurait dit que quelqu'un avait dessiné un rectangle sous les arbres, dit-il. À l'époque, je pensais que nous avions trouvé un camp de braconnage caché. Il marque une pause, se rappelant l'instant où la porte de fer s'est enfin ouverte et où les lampes torches ont atteint la chambre en dessous. Mais le plus incroyable n'était pas que le bunker soit resté caché si longtemps. C'était que, sous une forêt vivante, tout un centre de commandement de la guerre de sécession avait attendu, intact, que quelqu'un le trouve.